On va plus loin à présent avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Au sommaire, le déploiement de troupes européennes au Groenland qui n'a aucun impact selon Donald Trump. Aux côtés de l'Allemagne, la Norvège et la Suède, la France envoie des soldats, une quinzaine pour l'heure. Emmanuel Macron, dans ses vœux aux armées, appelle à faire plus vite et plus fort, notamment face à des alliés américains devenus des compétiteurs inattendus. Pas d'offensive américaine pour l'heure en Iran. Washington justifie ce choix de temporiser. Téhéran a suspendu 800 exécutions qui étaient prévues hier mercredi sur la Maison-Blanche. L'ambassadeur d'Iran à Paris affirme pourtant qu'aucune exécution de manifestants n'a été programmée. C'est tout de suite, on va plus loin. La France au secours du Groenland en annonçant l'envoi d'une quinzaine de militaires français sur place aux côtés d'autres contingents allemands, norvégiens et suédois. Emmanuel Macron affirme son engagement pour le maintien sous souveraineté danoise de ce gigantesque territoire au niveau du cercle polaire, convoité par Donald Trump qui n'a nullement renoncé à l'annexer de gré ou de force. La rencontre hier avec les officiels danois et néerlandais à Washington n'a en rien entamé sa détermination. Retour sur les annonces d'Emmanuel Macron, c'était ce jeudi à l'occasion des vœux du président français aux armées avec Marion Laurie. Salut solennel aux troupes françaises, au rythme de la Marseillaise. Emmanuel Macron s'est rendu à Istres ce jeudi pour adresser ses vœux à l'armée. Face aux militaires, le président a dressé le constat d'un monde instable, marqué par la multiplication des crises et des menaces. L'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Faire plus vite et plus fort, notamment face aux déclarations répétées du président américain. Donald Trump convoite, depuis son premier mandat, le Groenland, le territoire autonome danois. Washington invoque des enjeux de sécurité nationale et internationale, affirmant que des navires russes et chinois sillonnent les côtes de ce territoire arctique, riche en ressources naturelles. Emmanuel Macron a rappelé une responsabilité européenne particulière envers le Groenland. La France participe à une mission militaire aux côtés de troupes suédoises, allemandes et norvégiennes. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Dans ce contexte, le président français a demandé au Parlement d'adopter d'ici l'été la nouvelle loi de programmation militaire. Elle prévoit 36 milliards d'euros de plus pour la défense d'ici 2030, dont 3,5 milliards dès 2026. Marc Semo, cette opération Arctique Endurance que mènent conjointement ces 4 pays européens aux côtés du Danemark, elle a quel objectif? C'est rassurer les Américains ou bien c'est un caillou dans la chaussure de Donald Trump? C'est les deux. Surtout d'abord un geste fort pour montrer qu'on s'intéresse enfin au Groenland. Il était temps. Parce que bon, c'est un immense territoire, 2,2 millions de kilomètres carrés, stratégique, avec plein de ressources, plein de matières premières. C'est un enjeu stratégique parce que, quoi qu'on en dise, il y a quand même désormais plus de sous-marins russes qui passent dans le coin que d'ours blancs. Et, enfin, j'exagère un peu, mais voilà, c'est quand même un lieu stratégique. Et on ne s'y intéressait pas vraiment. Les Français, et le réchauffement ouvre de nouvelles routes, c'est ça? Alors, c'est pas encore maintenant, mais ça va ouvrir de nouvelles routes. Et autant que ce soit, la France, jusqu'ici, avait juste un bateau à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais. Pour couvrir toute la zone, ce qui est quand même un peu peu. Donc, on marque le fait que c'est un territoire européen. Avec, effectivement, le double aspect, c'est dire à Donald Trump, qui tente de justifier ses volontés annexionnistes du Groenland par des questions de sécurité essentielles, puisqu'il dit c'est fondamental au niveau de notre dôme doré, ce qui serait le bouclier antimissile, parce que les missiles arriveraient de Russie ou de Chine par-dessus le Groenland. Pour être interceptés plus tôt. Pour être interceptés plus tôt, pour les ressources minières, pour les voies maritimes. Voilà, donc cette question de la sécurité, les Européens disent, voilà, regardez, on envoie des troupes de l'OTAN, on sera là. Ce que Trump a pris avec un insondable mépris, ça fait un traîneau de chien en plus, ce qui est quand même assez monstrueux vis-à-vis des Danois qui ont quand même en plus un des pays de l'OTAN les plus alignés sur Washington. Ils leur achètent des F-35, ils ont perdu 44 hommes en Afghanistan. C'est assez profondément injuste. Et le deuxième aspect,
malgré tout de la part des Européens, c'est de dire, ben voilà, on envoie des hommes. Théoriquement, d'après ce qu'on a lu dans la presse danoise, les soldats pourraient avoir ordre de tirer en cas d'invasion. Donc la question est, est-ce que Trump ira, au cas où ses offres d'achat ne marchent pas, jusqu'à envahir, et s'il envahit jusqu'à tirer sur des soldats européens, ça serait d'abord la fin de l'OTAN. Mais en plus, il y a quand même beaucoup d'une grande partie de l'opinion américaine qui sera absolument indignée. Si on regarde les sondages actuellement, il y a à peine 17% des Américains qui sont pour une telle opération. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que les Européens n'ont pas encore joué de l'article 4 de l'OTAN. Parce qu'on connaît l'article 5, qui est celui qui doit faire que tout membre doit le soutien à un autre membre agressé, le 1 pour tous, tous pour un, en même temps qu'il n'impose pas d'ailleurs un soutien militaire. Ouais. Mais l'article 4, c'est, juste avant, c'est quand un pays de l'OTAN se sent menacé, il réunit tous les autres pays de l'OTAN pour voir un peu ce qu'on peut faire pour dissiper la menace ou se préparer à... Le Danemark serait tout à fait légitime de dire on fait une réunion au titre de l'article 4, ce qui mettrait une certaine animation dans la machine, mais voilà, mais c'est une autre manière quand même de mettre Trump face à ses responsabilités. Ce n'est pas pareil d'attaquer un pays qui est une narco-dictature comme le Venezuela que d'attaquer un pays allié. Cette présence militaire européenne, pour ce qu'elle vaut, ça peut marcher d'après vous? Ça peut avoir un effet dissuasif? Et surtout, jusqu'où peut-on s'engager? Emmanuel Macron, ici en France, n'a plus qu'une grosse année à la tête de l'État et n'a pas de majorité à l'Assemblée pour voter le budget. Oui, alors ça peut dissuader parce que, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que Trump ira jusqu'à faire tirer sur des soldats de l'OTAN? Bon, on ne sait pas. Ça montre en tout cas à quel point les Européens y sont attachés. Ensuite, on va rentrer plus ou moins dans une logique transactionnelle. Les Américains ont les moyens d'acheter massivement. Ils y ont pensé. Les Inuits, ils sont 56 000. Oui. Donc, même en donnant $1 million à chacun, enfant compris, ça reste abordable. La vraie question, qui est très mal pris, parce que il faut voir que le Danemark n'a pas laissé que des bons souvenirs au Groenland. Il y a eu des campagnes terribles de stérilisation des femmes pendant des années. C'était une colonisation très dure. Alors, au nom toujours des bonnes idées, on convertit ces Esquimaux, on va en faire des citoyens normaux et tout. Mais donc, la mémoire est restée terrible. En plus, la mémoire est ravivée maintenant, y compris parce que les Américains, la presse américaine... l'alimente, oui. L'alimente. Mais il y a quand même ce contentieux qui est très lourd. Ouais. Donc, il y aurait la possibilité de jouer un truc un peu plus fin. Une des choses sur lesquelles ça bloque, c'est pas tellement du point de vue militaire, puisque du point de vue militaire, pendant la guerre froide, il y avait 10 000 hommes qui étaient basés dans une quinzaine de bases. Ouais. Et là, il n'y en a plus qu'une, Fit-to-Peak, je ne sais plus le nom. Mais il y a le problème des richesses en minerais rares, où une partie est exploitée. La grande peur des Inuits, c'est que si il y a domination américaine, ça soit exploité beaucoup plus massivement, alors que là, il y a un certain nombre de verrous qu'ils ont mis eux-mêmes, parce que c'est un peuple qui vit en osmose profonde avec la nature, des traditions chamaniques, et donc même s'ils sont fiers et contents qu'il y ait un certain nombre d'exploitations minières, c'est pas pour faire du Groenland entier une mine à ciel ouvert. Voilà. La Russie, elle, interrogée, et qui constate, qui observe ce qui se passe actuellement au niveau du Groenland, qualifie de mythe l'idée qu'une menace russe planerait sur ce territoire. Écoutez. Les États membres de l'Union européenne voudraient démontrer à Washington leur volonté de jouer un rôle de premier plan dans la protection des intérêts collectifs de l'Occident dans l'Arctique et montrer aux Américains qu'ils sont capables de défendre le Groenland, comme ils disent, contre la Russie et la Chine, en utilisant leurs propres forces. En gros, ils ont d'abord inventé l'idée d'agresseur, puis ils ont eux-mêmes inventé l'idée d'être prêts à protéger quelqu'un contre ces agresseurs présumés.
Alors, c'est assez pervers parce que le premier à avoir émis l'idée d'un agresseur, ou en tout cas que le Groenland serait convoité par des puissances étrangères, c'est Donald Trump lui-même qui a parlé de la Russie. Or là, la Russie, finalement, donne le sentiment, à travers ce qu'on vient d'entendre, de se mettre du côté de Donald Trump en disant finalement ce sont les Européens qui aujourd'hui nous désignent comme adversaires sans aucun sens, comme prédateurs. Les enjeux militaro-stratégiques de l'Arctique sont évidents, quoi qu'en disent les Russes. Alors il y a le cercle des pays de l'Arctique qui implique tous les pays riverains plus un certain nombre de pays non riverains, mais qui ont des intérêts directs dans l'Arctique, type la Chine. Et dans cette assemblée, le pouvoir dépend aussi en partie de l'ampleur de votre surface sur la, de l'étendue du territoire qui borde superficie du territoire, effectivement, l'océan Arctique. Dans le cercle polaire. Oui. Et là-dessus, les Russes sont évidemment les premiers avec leurs 11 fuseaux horaires. Oui. Les États-Unis ont uniquement la petite fenêtre de l'Alaska. Donc, ils n'ont pas un pouvoir énorme. Oui. Donc, là-dessus, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Russes, d'ailleurs, ont envie d'annexer formellement le Groenland, parce que, sur le plan militaire, ils y font déjà ce qu'ils veulent. Sur le plan minier, ça ne serait pas très difficile d'en faire beaucoup. Mais une fois que le Groenland serait un État américain, les États-Unis non seulement augmentent leur territoire en devenant le troisième au monde derrière la Russie et le Canada, mais en plus ils ont une beaucoup plus grande façade arctique, ce qui par les temps qui courent n'est pas rien. Et il y a une compétition, y compris militaire, parce que sous l'Arctique, vous trouvez tout le monde. Y compris d'ailleurs, on peut imaginer les sous-marins lanceurs d'engins nucléaires français. Souvent sous la banquise, c'est quand même un lieu où il se passe beaucoup de choses. Ouais. L'ouverture des routes maritimes est un enjeu aussi stratégique. Donc pour toutes ces raisons, les Russes sont assez malvenus de jouer ceux qui découvrent brusquement qu'il y a des questions de tension militaire dans l'Arctique. Donald Trump, on en parlait, qui semble en tout cas avoir renoncé à ses projets d'attaque sur l'Iran, du moins provisoirement. Il prend acte du fait que, côté iranien, le manifestant de 26 ans, Erfan Soltani, ne soit plus destiné à être exécuté, tout comme, l'espère-t-on à la Maison-Blanche, l'ensemble de ceux qui ont été arrêtés dans le cadre du soulèvement. Nicolas Chamontin. Dans le bureau ovale, Donald Trump l'assure, la répression s'atténue en Iran. On nous a dit que les mises à mort en Iran étaient en train de prendre fin. Il n'y aurait plus aucun projet d'exécution, plus aucun. On m'a assuré de sources sûres que nous en serions informés si cela arrivait. Et si cela arrive, vous pouvez être sûr que nous en serions très contrariés. Une déclaration surprenante, possiblement liée au report de l'exécution d'Erfan Soltani, ce jeune homme de 26 ans, arrêté lors d'une manifestation contre le régime, et semble-t-il toujours en vie, selon une ONG citant la famille. Le régime affirme qu'aucune pendaison n'aura lieu jusqu'à vendredi. Sur place, cependant, la répression reste féroce. Sur ces images filmées à Téhéran mardi, des manifestants sont chassés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Pour le 7e jour d'affilée, Internet est toujours coupé dans le pays. Les quelques témoignages qui parviennent à franchir les frontières sont glaçants. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe en Iran. Des milliers et des milliers de personnes ont été tuées, des amis, des proches. Ils tuent tout le monde en Iran. Selon les groupes de défense des droits humains, le nombre de morts ne cesse d'augmenter et les arrestations se comptent par milliers. Donald Trump continue d'entretenir le flou sur une éventuelle intervention américaine. Sur la chaîne Fox News, le chef de la diplomatie iranienne assure que le calme règne et avertit Washington. Mon message est le suivant, ne répétez pas la même erreur qu'en juin. Si vous retentez une expérience qui a échoué, vous obtiendrez le même résultat. Une partie du personnel de la base américaine d'Al-Udeid située au Qatar a été évacuée. Une mesure prise pour éviter de possibles représailles de Téhéran, qui de son côté a provisoirement fermé son espace aérien à la plupart des avions. Et avec nous en direct de Washington, Mathieu Mabin. Mathieu, Donald Trump se disait prêt à frapper. Le plan était en place, semble-t-on indiquer du côté du Pentagone. Alors pourquoi s'arrêter ?
Alors effectivement, ce dont on est à peu près sûr, c'est que Donald Trump ne s'est pas arrêté par faiblesse, mais plutôt par calcul. On sait désormais ce que l'administration américaine est capable de mettre en œuvre sur un plan purement militaire quand elle décide de frapper l'Iran. C'est assez net dans nos souvenirs. Ces derniers jours, le président américain avait délibérément placé l'Iran sous une pression maximum, on peut le dire, avec des sanctions économiques, un isolement diplomatique à jamais égalé dans son histoire et encore une fois des menaces militaires absolument explicites. Mais attention, cette menace militaire n'avait pas forcément vocation à être exécutée immédiatement. Donald Trump, que le monde intègre l'idée selon laquelle il frappe qui il veut, où il veut et surtout quand il veut. Et cela, comment peut-on lui reprocher, puisque c'est dans le fond la définition même de la dissuasion. La dissuasion qui, comme chacun sait, se trouve être le plus puissant levier diplomatique qui existe, en tout cas face à des pays comme l'Iran. Une discussion qui contraint aujourd'hui Téhéran, sans ouvrir un conflit direct, c'est encore le scénario le plus efficace pour Donald Trump. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ces derniers jours, plusieurs facteurs de nature à retenir le bras américain ont pesé. D'abord, le risque très réel d'une escalade régionale, ça c'est toujours d'actualité, avec des frappes de représailles contre les bases américaines, par exemple, comme on l'a déjà vu, un risque d'embrasement du Golfe également, ou l'implication indirecte d'alliés, les fameux proxys au Liban ou au Yémen, pour ne citer que. Si on veut aller plus loin, il est de temps en temps utile de rappeler que le Hezbollah libanais, par exemple, possède également des réseaux de ce côté de l'Atlantique jusqu'en Amérique latine. On pense à Bogota, par exemple. Ensuite, ce qui a pu jouer également, c'est la captation de signaux indiquant que le pouvoir iranien pouvait temporiser, notamment sur les actes de répression les plus spectaculaires. Et puis, il y a une obsession chez Donald Trump, quand même, éviter les guerres longues, politiquement coûteuses, militairement imprévisibles. L'affaire de Caracas en est encore une fois une belle illustration. Marc Semo, vous comprenez ce qui apparaît de l'extérieur comme des atermoiements de la part de la Maison-Blanche? On a eu peur d'une réponse iranienne ou bien c'est reculer pour mieux frapper? Peut-être un peu des deux. Mais d'abord, comme le dit très bien Mathieu Mabin, Donald Trump n'aime pas les guerres, surtout les guerres longues. Sa tactique, c'est la menace de la guerre, c'est l'acte de guerre, type on enlève le dictateur vénézuélien, mais ce n'est pas la guerre, avec ce qu'elle implique d'inconnu et de longueur. Or, il était assez évident que cette stratégie dont il a les moyens, il a montré qu'il en est capable, on l'a vu justement avec le Venezuela, du hit and run, je frappe et je fuis, était pour le moins hasardeuse et difficile à mener en Iran. Parce que si vous faites même des frappes massives hit and run, même quitte à tuer Ali Khamenei lui-même, bon, vous réglez rien, vous avez probablement au mieux la terreur qui continue ou un Iran qui bascule dans la guerre civile. Et donc, ça veut dire qu'il faut une intervention beaucoup plus longue. Et c'est exactement ce qu'il veut éviter. Ensuite, il y a eu apparemment une activité intense de l'Arabie Saoudite, d'Oman et du Qatar pour faire comprendre à Donald Trump que des actions militaires contre l'Iran auraient quand même un effet absolument déstabilisateur sur toute la région et enclencherait un processus à bien des égards incontournable. Ce qui, pour lui, est quand même assez dur, parce que non seulement il s'est fait élire en disant qu'il n'y aura plus de guerre longue, mais l'archétype des guerres longues, c'était ces guerres au Moyen-Orient. Donc l'Irak, 2003, on a vu la tragédie que ça a donné, l'effondrement de l'Iran et un Iran basculant dans la guerre civile, un Iran, ne l'oublions pas, où les Perses, c'est moins de 50% de la population, donc c'était un agrégat de minorités qui sont toujours restés fidèles à l'Empire depuis des siècles, mais ça peut aussi éclater, donc ça risque d'être quelque chose de totalement dévastateur. Donc pour toutes ces raisons, il semble hésiter un peu, il continue une politique de pression, et c'est là qu'on le voit faire ce rétro-pédalage qui est quand même un peu pas très glorieux. Quand vous appelez le peuple à s'insurger et quand vous dites que l'aide arrive, ensuite pour faire un rétro-pédalage, c'est quand même un peu compliqué. Alors l'histoire, oui, il n'y aura plus d'exécution capitale. Oui, alors effectivement, ce jeune Erfan Soltani a l'air d'avoir heureusement sauvé sa tête, mais il y a quand même 10 000 personnes arrêtées. Il y en aurait déjà 500 qui ont été condamnés à mort. Il ne faut pas oublier que les gens qui ont été arrêtés, beaucoup d'entre eux peuvent être jugés sur le chef d'inculpation de ennemi de Dieu passible de la peine capitale qui en Iran se fait assez massivement.
Alors le procureur peut dire oui, vous savez, moi personnellement, je vous gracierais, mais vous savez, c'est Dieu. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Donc c'est quand même un des scénarios de répression qui ont l'air d'être absolument terribles et comme jamais il n'y en a eu dans la République islamique. Donc là, effectivement, Donald Trump est un peu en porte-à-faux. Mathieu Babin, il y a dans la décision américaine l'un des motifs à une attaque qui s'est dissipée ces dernières heures. Le sort du manifestant Erfan Soltani a joué dans le choix de Donald Trump de ne pas intervenir militairement. Oui, cela a pesé, c'est relativement incontestable, mais je crois qu'il faut éviter toute lecture simpliste malgré tout. Cette ligne rouge, c'est vrai, servait de point de bascule possible, autant vers Téhéran que vers l'opinion internationale d'ailleurs. Donald Trump a globalement gagné des points sur la scène internationale dans ce dossier. Le fait que cette exécution n'ait finalement pas eu lieu a fait retomber l'urgence immédiate et Donald Trump s'est retrouvé peut-être même un peu surpris sans le déclencheur précis qu'il avait lui-même désigné, cette pression sur cette condamnation à mort. Mais attention que les choses soient bien claires. On parle de Donald Trump, c'est-à-dire l'homme le plus fort de la planète, celui qui fait à peu près ce qu'il veut, quand il veut, ou en tout cas qui nous a, au cours de l'année écoulée, donné l'impression d'être le seul à fixer ses propres limites. On peut ajouter que cela permet à l'administration américaine de revendiquer un effet dissuasif, encore une fois. C'est tout le jeu de ces relations entre Téhéran et Washington, un jeu de dissuasion. Et au moment où je vous parle, ces équipes ne s'en privent pas d'ailleurs de rappeler ce qu'ils considèrent comme une forme de victoire diplomatique ou en tout cas une action qui a fait plier Téhéran. La menace a suffi à infléchir le comportement iranien sans avoir à frapper. C'est vraiment totalement ce que Donald Trump veut produire comme effet. Voilà. L'absence d'exécution a offert une sortie stratégique temporaire, une sorte de pause opérationnelle également, mais ce n'est évidemment pas la fin de l'histoire, vous l'avez deviné. L'Iran, Marc, c'est moins dément qu'Erfan Soltani puisse être exécuté compte tenu du motif de sa condamnation. C'est une décision de justice opportune de la justice iranienne. Il y a derrière la main du pouvoir. Probablement. La justice iranienne n'est pas spécialement renommée pour son indépendance. Mais il y a cette porte de sortie, effectivement, pour le pouvoir iranien. Mais il faut voir qu'après l'ampleur de ce mouvement de protestation, il est évident que même s'ils feront peut-être un peu plus attention dans les formes et tout, la répression, si le mouvement ne continue pas et ne monte pas encore en puissance et ne l'emporte pas à la fin, la répression sera absolument terrible. C'est un régime qui a toujours été terrible. Rappelez-vous les exécutions massives dans les premiers mois qui ont suivi la prise du pouvoir par Khomeini en 1979. C'est une république islamique, là c'est un régime qui se sent directement menacé dans son existence, qui est aux abois comme jamais, avec à la fois la pression interne et la pression externe, et que donc, s'il veut rétablir son pouvoir, vraiment, ça veut dire rétablir la peur, et dans un moment où les gens, comme les manifestations l'ont montré, ont défilé dans tout le pays, y compris dans les villages les plus reculés, ils ont défilé en famille, donc c'est toutes les générations, c'est toutes les classes sociales. Rétablir la peur, ça veut dire littéralement un régime de terreur au sens premier du terme, du mot terrorisme, qui vient, on l'a oublié, de la terreur pendant la Révolution française d'ailleurs. C'était les Jacobins qui disaient « nous sommes des terroristes ». Voilà, donc ça va être la terreur à l'état pur, et ça sera très difficile, malgré tout, à Donald Trump de dire « oui, ils m'ont écouté, ils ont cédé ». Mathieu Mabin, à défaut de frapper, Washington, dans l'immédiat, compte sanctionner plusieurs responsables sécuritaires iraniens accusés de coordonner la répression, notamment le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani. Les Américains peuvent s'en tenir à des sanctions ? Alors, à ce stade, c'est encore un peu difficile de répondre, mais ce qui est à peu près certain, c'est que les sanctions ne suffiront pas à faire tomber le régime à elles seules. En tout cas, c'est le sentiment qui domine au département d'État américain, ici à Washington. Mais l'autre conviction, c'est que ces sanctions sont néanmoins indispensables, même si, encore une fois, elles ne suffisent pas. Les États-Unis disposent déjà d'un arsenal de sanctions parmi les plus lourdes au monde, dans le domaine financier, dans le domaine de l'énergie, du commerce, le tout ciblant des responsables politiques
politiques et militaires les plus proches de la tête de l'État iranien. En fait, ces sanctions permettent de maintenir une pression constante, encore une fois, et c'est bien l'objectif de la diplomatie américaine au moment où on se parle, mais sans engager de forces armées, ce qui reste politiquement préférable pour Donald Trump encore et toujours. Mais on l'a compris, les limites de ces sanctions sont clairement identifiées également. Elles affaiblissent l'économie iranienne sans provoquer à elles seules un changement stratégique majeur pourtant. Mais l'Iran a appris avec les années à contourner, à s'adapter, à trouver des relais économiques également, des relais alternatifs et surtout à se serrer la ceinture. Ça, je pense que le peuple iranien peut en témoigner. Le consensus à Washington est donc à peu près clair. Les sanctions sont un outil de contrainte, ça c'est clair et établi, mais pas un instrument de résolution des conflits. Marc Seymour, avec ces sanctions, que visent les États-Unis? Une révolution de palais éventuellement à Téhéran? Les sanctions, c'est vrai que c'est le pays le plus lourdement aujourd'hui au monde frappé par les sanctions, plus que la Russie. Les sanctions ne suffisent pas à expliquer la crise de l'économie iranienne, mais elles l'ont évidemment énormément amplifiée. Le problème est que ça crée le mécontentement social. On a vu à quel point ce mécontentement social est quelque chose qui peut ébranler le régime. Ce mouvement a commencé avec une protestation des bazaris, des bazars des téléphones portables, et qui s'est ensuite transformé en un mouvement beaucoup plus politique au cri de mort au dictateur. Mais effectivement, les sanctions ne suffiront pas à résoudre. Et c'est un peu l'arme qu'on utilise quand le reste ne marche pas. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir si réellement les États-Unis vont appliquer ces sanctions dont Trump a menacé, c'est-à-dire de taxer de droits de douane à 25% ceux qui continuent à commercer avec l'Iran. Et ça concerne en premier lieu la Chine. Et donc, les rapports avec la Chine sont très complexes. Il y a une mini-trêve. Trump doit aller en Chine en avril. Mais est-ce que là, il tiendra parole, si le régime continue, ce qui est quand même probable, à faire des atrocités, de faire cette augmentation des droits de douane pour tous ceux qui commerceraient avec l'Iran? Merci beaucoup Marc Seymour et Mathieu Mabin qui étaient avec nous en duplex de Washington. C'est la fin de l'essentiel. C'est la fin dont on va plus loin, mais l'essentiel continue. On se retrouve dans un très court instant pour évoquer la rencontre en ce moment à Washington entre Donald Trump et Maria Corina Machado, l'opposante en chef au Venezuela. Faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360, aux côtés de Claire Hildebrandt. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous retrouve tous les soirs dans l'Actu 360 en direct sur France 24.